Bonjour, c'est une émission exceptionnelle. J'ai le plaisir d'être avec Pierre Jovanovic et Nicolas Miguet, rassemblés dans un même studio. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Yannick. Alors Pierre, notre dernière vidéo, notre dernière émission que nous avons fait ensemble, d'abord on a eu de très bons retours de la part des auditeurs. Mon Dieu, on était captivés, on est restés, on n'a pas quitté l'antenne. On l'a posté la vidéo sur YouTube, on arrive à près de 270 000 vues, 200 000 vues. 200 000 vues. Voilà, 200 000 vues. C'est, voilà, donc merci à tous. Merci à tous nos auditeurs, spectateurs. On a essayé d'être, franchement, dans le franc-parler. Et on va continuer. Je pense que c'est la seule solution aujourd'hui, puisque maintenant la censure et l'autocensure règnent aujourd'hui sur la totalité média, sauf peut-être effectivement avec Nicolas Miguet. Qui a été prophétique, faut le dire. Sur Alors justement, ça me donne l'occasion d'ouvrir ce débat. Prophétique ou pas prophétique, l'un ou l'autre. Non, mais prophétique parce que je finis la phrase, parce que il a tapissé tous les murs de Paris d'affiches avec son portrait et arrêté d'emmerder les Français. Ça, je m'en souviens très bien parce que quand j'ai vu ça, j'ai tilté. Je me suis dit ouais, il faut oser quand même. Et c'était juste avant je crois que c'est 15 jours avant le début, avant les événements du 17 novembre 2018 et ça m'a marqué parce que les gilets jaunes avaient mis le feu avenue de la Grande Armée, avenue des Champs-Élysées, avenue Carnot, avenue MacMahon, et partout ils avaient pris justement ces barrières de travaux, et donc ils leur servaient en fait je veux pas dire d'abri, mais de rempart contre les CRS, et en fait c'était les portraits de Nicolas Miguet qui leur servaient de portraits de rempart contre les CRS. Ils sont dans le studio, ils sont ici, à la boule. C'était très drôle. Voilà, donc si les auditeurs ne savent pas qui est Nicolas Miguet, que celui dont on voit la trombine sur tous les murs de Paris, voilà, il est là dans le studio. Voilà, on le voit en chair et en os. Et de France même. Enfin, vous aviez quel âge là sur votre photo là que vous avez mise sur la? C'est une photo. C'était il y a. On n'a pas beaucoup d'argent, donc on met pas d'argent dans les photos. Là, vous étiez stagiaire. Là, vous étiez encore stagiaire. Pas vraiment. Si je ressors la photo de la campagne des européennes d'il y a 20 ans. Cher Pierre, si je ressors les photos d'il y a 20 ans, à l'époque, j'avais des lunettes et depuis, je me suis fait opérer de la myopie. Vous voyez, donc du coup, ça fonctionne bien les opérations. Ah oui, j'avais remarqué. Il est capable de regarder son mais il n'est smartphone. pas capable de conduire la nuit, en général. Ceux qui se font opérer des yeux ont beaucoup de mal à conduire la nuit. Dans mon entourage, en tout cas, enfin bon, c'est un autre sujet. Bon, c'est pas une émission médicale qu'on allait faire. Quoique. Une émission médicale, mais presque. Je voulais vous avoir, pour vous poser une question. Parce que moi, quand j'entends et je lis Nicolas Miguet, il répète à ses lecteurs, on s'est gavé, les entreprises françaises fonctionnent extrêmement bien, tout va bien. Il a même envoyé récemment une lettre à ses abonnés en disant grâce à moi, vous vous êtes gavés, on s'en est pris plein les poches, et le mot gavé, en plus, c'est le terme vraiment employé. Et quand j'entends Pierre Jovanovic, j'entends que c'est la catastrophe en France, que tout le monde est licencié, que le pays est en ruine. Alors, j'ai l'un ou l'autre, je n'y comprends plus rien. Alors, qui veut commencer? Est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va mal? Alors, si vous permettez, le mot gavé est peut-être un petit peu exagéré. Vous l'avez employé, Nicolas. Je dis simplement, oui, mais c'est normal. Mes lecteurs. Attends, il faut peut-être préciser qui est Nicolas Miguet. Il est quand même rédacteur en chef d'un journal économique. On va dire que c'est un hebdomadaire qui traite uniquement des résultats en bourse des compagnies cotées et qui s'adresse exclusivement, on va dire, aux porteurs, individuels. Oui, enfin aux petits porteurs, bien sûr, du moins on va dire aux 1% de la population. Alors bon, est-ce que ou peut-être à 2% de la population. Si vous permettez. Non, mais c'est pas une critique. Attention, c'est pas une critique de ma part. On est bien d'accord. À la question d'Yannick. Oui. Se gaver, c'est quoi? C'est tout simplement sélectionner les valeurs qui sont les plus porteuses dans un portefeuille de valeurs où il y a un millier d'entreprises françaises qui sont cotées en bourse. Et où il y a à peu près 5000 sociétés qui sont cotées aux États-Unis, et il y a à peu près 15 000 sociétés qui sont cotées dans le reste du monde. Il y a donc 21 000 sociétés cotées environ. Moi, mon rôle dans l'Hebdo Bourse Plus ou dans la lettre La Bourse, c'est d'être plutôt sélectif, c'est de suivre des valeurs qui vont mieux performer que d'autres parce qu'elles se retournent, c'est-à-dire qu'elles vont mieux qu'avant. Elles étaient à la cave,
elles remontent au rez-de-chaussée, et ensuite, parfois, elles vont dans les étages. Et la remontée fait que l'actionnaire individuel qui décide et qui prend le temps comme allié, on va être clair là-dessus, il faut prendre du temps en bourse. L'exercice annuel, c'est une année. Un retournement d'une entreprise qui passe de perte à profit, c'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est 4 ans. Et c'est pas du tout incompatible en disant que ça va mal. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une pression forte pour un redressement d'entreprise, l'entreprise essaye de liquider là où ça ne gagne pas d'argent. Et de licencier. Pas obligatoirement de licencier. Parfois, elle vend des actifs. Un exemple type, c'est le groupe Casino. Très récemment, ils ont vendu les cafétérias. Chaque année, ils perdaient entre 15 et 20 millions d'euros sur les cafétérias. C'est pas obligatoirement très bon. Ils ont vendu les murs aussi. Attendez, ils ont vendu des murs, etc. Mais le groupe Casino est une entreprise qui, parce que c'est un entrepreneur qui n'avait pas d'argent, s'est construit avec un effet de levier de la dette. C'est-à-dire qu'il a emprunté aux banques pour pouvoir acheter progressivement tout un tas d'affaires. En France, au Brésil, en Colombie, etc. C'est un groupe qui est puissant, qui est important, 36 et quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais qui avait trop de dettes. Et quand vous avez trop de dettes, vous êtes victime des banksters qui ont vos titres et qui vous font chuter le titre jusqu'à la cave, voire même en dessous de la cave, les premiers, deuxième, troisième sous-sol. Et le dirigeant de l'entreprise a décidé de finalement prendre le taureau par les cornes. Alors ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans, ça va prendre 3 ans vraisemblablement. Et surtout d'arrêter tout ce qui perd de l'argent. Quand vous avez un hypermarché géant à Roubaix qui perd chaque année 5, 6, 7 millions d'euros, à l'échelle d'une grande entreprise, c'est peut-être pas grand-chose. Mais quand vous en avez 10, quand vous avez 20 comme ça, à la fin, ça fait 120 millions, 150 millions d'euros qui sont perdus chaque année. Et quand vous avez la pression de vos financiers dessus, que vous avez l'obligation de faire remonter des dividendes parce que vous avez la maison mère elle-même est endettée, eh bien, vous ne pouvez pas gérer si vous continuez comme ça. L'entreprise a été obligée. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un groupe comme Casino, qui est un pari intéressant. Mais Nicolas, c'est pas une question de Yannick là, parce que là vous nous faites une pub pour Casino. Donc moi je critique pas Casino. Je prends un exemple récent. Mais ça a été la question de Yannick, non. La question de Yannick est très très précise. Vous dites tout va bien, on se gave. Et de mon côté, donc sur la revue de presse c'est une catastrophe qui a donné d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes. Je dis pas qu'on n'est pas opposé. Je veux dire, nos informations ne sont pas opposées. Voilà. Précisons-le. Autre exemple, Ford dans l'automobile ferme l'usine de Blanquefort. Oui, 800 personnes. C'est 800 personnes qui sont sur le carreau. Mais Ford ferme l'usine de Blanquefort parce que Ford est désormais un tout petit acteur en Europe qui est complètement marginalisé face à groupe Volkswagen qui représente 25% du marché européen. Le groupe PSA... Volkswagen a licencié 7000 personnes et on licencie 2000 de plus. Le groupe Volkswagen, je dirais que s'est retrouvé embourbé parce qu'ils ont menti à leurs clients, leurs consommateurs en disant qu'ils consommaient moins que ce que la réalité et ils ont dit des logiciels de trucage. Donc ils ont des problèmes internes. Land Rover, Jaguar licencie 5000 personnes en Angleterre. Toyota, Brexit, et bien Toyota ferme, non c'est pas le Brexit. Toyota ferme une usine entière en Angleterre. Donc non, c'est Honda. Nicolas, précisez bien que mais dans l'économie, il y a des gens qui vont bien. PSA, alors on va commencer. Non, attendez, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous donnez des informations pour les Français qui investissent, qui achètent des actions, et vous les conseillez sur la manière de gagner un peu d'argent. Et c'est sûr qu'ils vont gagner plus techniquement qu'avec le livret A. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais en même temps, vous défendez indirectement, c'est pas le but de votre journal, je le sais très bien, mais vous défendez, si vous voulez, le principe qui consiste à sacrifier systématiquement les salariés au profit des actionnaires à qui il faut impérativement reverser des dividendes. Et c'est toujours les salariés qui sont... Chez Peugeot, vous parliez des fermetures d'usines automobiles chez Peugeot. Attendez. Peugeot a je fais ça depuis 10 ans. À ses actionnaires je les vois depuis 10 ans. Vous parlez des actionnaires. Ne prenez pas je dis un à cas. Plus à ses salariés. Je parle même pas de la masse salariale, je parle de l'intéressement. Le groupe Peugeot, sur les 3 dernières années, a davantage donné d'argent d'intéressement, je parle pas des salaires, à ses salariés qu'à ses actionnaires comme dividendes. Et il faut savoir que c'est un groupe quand même qui embauche
Le groupe Peugeot a même des difficultés pour embaucher, pour créer une équipe supplémentaire à Mulhouse. Nicolas, Peugeot est une entreprise sur les 21 et c'est mon métier que de les sélectionner. Mais on est d'accord, mais c'est de sélectionner les meilleurs. C'est pas ça que je remets en cause. Je dis simplement, et d'ailleurs je remets pas en cause votre journal, parce que vous conseillez les gens de comment gagner plus d'argent qu'avec le livret A, donc c'est déjà une bonne chose. En revanche, ce qui me chagrine, non pas avec votre journal à nouveau, ce qui me chagrine, si vous voulez, dans ce système, et ce que je vois depuis 10 ans, c'est que ce sont systématiquement les salariés qui font les frais des dividendes. Et tout à l'heure, quand vous disiez, ou Yannick, je pense que disait, on se gave, effectivement, alors certes, on se gave, là c'est le système capitaliste hein, qui est en cause, hein, on est bien d'accord, mais c'est sur le dos des salariés. On licencie un maximum de gens uniquement pour pouvoir donner quelques piécettes ou quelques billets aux actionnaires afin qu'ils ne lâchent pas l'action. Vous êtes bien d'accord? C'est caricatural. C'est caricatural. Si vous permettez, Nicolas. Non mais Pierre, si vous permettez, je vais quand même vous dire que s'il n'y a pas d'usine, s'il n'y a pas d'investissement dans l'outil... Mais on est d'accord là-dessus. Attendez, si vous m'interrompez, moi je ne me permets pas de vous interrompre. Donc si vous avez la gentillesse, si vous avez la gentillesse de me laisser finir une demi-phrase déjà, allez-y, ce serait gentil. Donc moi je vous laisse aller jusqu'au bout de votre raisonnement et je me permets juste d'expliquer que simplement s'il n'y avait pas eu pour le redressement de Peugeot, on va continuer sur le même dossier que les gens comprennent bien parce que sinon les gens après ils suivent plus. S'il n'y avait pas eu 2 augmentations de capital avec des actionnaires qui ont apporté beaucoup d'argent. Il y a eu 2 augmentations de capital en 2012 et en 2014 qui ont permis de sauver Peugeot, qui perdait de l'argent à hauteur de 250 millions d'euros par mois. S'il n'y avait pas eu un énorme effort des actionnaires, s'il n'y avait pas eu de capital qui arrive, eh bien, il y aurait plus de groupe Peugeot. Et il y aurait 150 000 salariés sur le carreau. Aujourd'hui, le groupe a été redressé. Les actionnaires, ils touchent leur part, c'est-à-dire un dividende. Mais les actionnaires de Peugeot, ce sont aussi des centaines de milliers de personnes, dont des dizaines de milliers de salariés du groupe. Car il ne faut pas oublier que souvent, les actionnaires individuels en France, plus qu'ailleurs, chez Vinci, chez Bouygues, chez d'autres entreprises comme Eiffage, par exemple, dans le BTP, c'est entre 15, 20, 25% du capital qui est détenu par les salariés. Le principal actionnaire de la Société Générale, c'est le fonds commun de placement des salariés, 7,5% du capital. LOL. Oui, ça n'empêche que l'entreprise est mal gérée. Mais il n'empêche que les actionnaires sont souvent des actionnaires salariés. C'est vrai chez Total, c'est beaucoup d'entreprises. Donc quand on dit que les actionnaires se gavent, je veux dire que... C'est vous qui dites ça, hein? Non. Je veux dire qu'il n'y a pas que ça. Il faut savoir que les actionnaires, ils abondent, ils donnent, ils souscrivent à des augmentations de capital. Ils prennent un risque. Et quand ils paument, personne ne va pleurer sur leur sort. Et ça arrive. Et il y en a plein d'entreprises qui se sont cassées la figure. Quels que soient donc les événements, et parfois de façon totalement injuste. Vous avez des actionnaires qui souscrivent à des augmentations de capital, d'autres qui achètent des actions sur le marché secondaire, ça s'appelle la bourse. Ils achètent un peu comme on achète une voiture d'occasion, on achète des actions qui sont déjà émises. Et l'objectif d'un actionnaire, c'est d'avoir quand même un revenu complémentaire, parce que c'est de l'épargne qui a déjà subi l'impôt, mais que son épargne soit à peu près sur le moyen long terme préservée. Et moi, mon métier, c'est d'essayer de sélectionner les valeurs qui vont préserver l'épargne, peut-être faire une plus-value légère, et ensuite, voire même une plus-value conséquente, et surtout, donc, d'avoir une rémunération qui soit correcte, annuelle. Nicolas, je remets pas en cause le rôle de l'actionnaire qui est important dans l'histoire du capitalisme moderne. C'est pas le propos. Tout à l'heure, je vous parle de Peugeot, enfin, vous parliez de Peugeot. Vous avez juste oublié de dire que si Peugeot a plongé, c'est parce que, à l'époque, alors je me souviens plus qui était président, si c'était Sarkozy, je crois que c'était Nicolas Sarkozy, s'est couché devant les Américains qui ont interdit au Peugeot d'exporter toutes les voitures en Iran. Hein, vous vous souvenez de ça. Donc c'est ce qui a fait plonger à l'époque Peugeot. Donc vous je rappelle qu'ils n'exportent pas. Mais c'est pas. Ils ont jamais exporté de voitures en Iran. Ils exportation construisaient sous licence. Voilà. Et il y avait et ça représentait ça toujours voilà. C'est tout à fait exact. C'était en 2012. Et je veux dire que ça représentait juste des droits d'auteur, hein, des royautés sur les pièces détachées, et il y avait quelques pièces mécaniques, ça représentait un flux moins de 1% du chiffre d'affaires. Je renvoie le patron CGT, le chef syndicaliste CGT de Peugeot, qui avait accusé nommément l'Élysée
Mais on va dire c'est pas François Hollande. C'est pas vraiment le sujet. Le sujet, si vous voulez, c'est que les directions de toutes ces grandes entreprises multinationales n'hésitent pas une seule seconde à sacrifier les salariés uniquement, justement, pour favoriser les actionnaires. Alors, vous avez raison, les actionnaires prennent effectivement un risque, on est bien d'accord. Mais, à un moment donné, il y a une balance. À la balance. radio, Nicolas Miguet vient de tendre les bras en disant c'est presque la fatalité. Exactement. Voilà, des actionnaires, comme je le disais tout à l'heure, quand ils perdent de l'argent, ils perdent de l'argent, personne ne va pleurer sur leur sort. Les gens qui sont ruinés parce qu'une entreprise fait faillite, je veux dire qu'ils sont ruinés parce que donc les autorités donc ne les défendent pas, parce qu'il y a des prédateurs qui rôdent, moi je les appelle les banksters, qui rôdent sans foi ni loi, et je crois qu'on confond souvent les fonds spéculatifs avec les actionnaires. Ça, c'est encore autre chose. Oui, mais c'est très important. On en a souvent parlé avec les fonds spéculatifs. Les fonds spéculatifs. On voit que BlackRock aujourd'hui est en train de racheter la moitié de l'Europe. Mais justement, je reviens à votre première question, Yannick, la question d'ouverture. Nicolas Miguet dit on s'en met plein les poches, et moi je dis c'est une cata. Alors voilà, maintenant je vous laisse développer sur le fait que c'est une cata, Pierre. Alors pourquoi Nicolas Miguet, enfin pas Nicolas Miguet personnellement, quoique avec tous ces lecteurs réactionnaires, ils s'en mettent plein les poches entre guillemets, un peu comme dans la blague des inconnus, c'est tout simplement grâce à quelque chose qui ne devrait pas exister. La fausse monnaie, la planche à billets que la Banque Centrale Européenne fabrique depuis sans interruption, sous des noms différents, des TLTRO, des LTO, et à partir de 2015 de la véritablement fausse monnaie, telle quelle, et ce que fabrique la Banque du Japon, et surtout les États-Unis, de la fausse monnaie. Aujourd'hui, si vos lecteurs, Nicolas Miguet, s'en mettent plein les poches ou se gavent, comme vous dites, c'est tout simplement grâce à la folie furieuse des banquiers centraux. Et ça, vous pouvez pas... Enfin, je veux dire, il n'y a aucun argument contre ça. Ah non. Tout simplement parce que aujourd'hui, toute l'Europe est en taux négatif. À tous les deux, on est dans les taux négatifs. Je ne comprends plus, peut-être que les auditeurs ne comprennent plus. Avec des amis, je suis actionnaire d'un marchand de lunettes. Les lunettes se vendent très bien. Et parce qu'elles se vendent de plus en plus et que ça marche très bien, je gagne de l'argent en tant qu'actionnaire. En quoi est-ce que cette histoire de banque européenne ou de taux, etc., a un impact sur la vente de mon produit ? Et qui, en tant qu'actionnaire, me rémunère. Je dirais que vous prenez des lunettes juste pour voir de près. Il faut voir. C'est un tableau beaucoup plus large. Je vous donne. Il y a un flot de questions. Il y a un flot de questions qui sont arrivées. Très court. Interrompre Pierre parce que je veux dire que Pierre parle beaucoup plus que moi, donc je veux dire que je veux pas l'interrompre. Mais juste très simplement. Aujourd'hui, les actions de IBM, de Apple. Tiens, je prends le cas de Apple. Les actions de Apple ont été sauvées uniquement par la Banque nationale suisse qui a pris tout l'argent du peuple suisse pour faire remonter l'action Apple. Vous avez toutes les informations sur quotidien.com. Si les banques centrales n'étaient pas intervenues avec de la fausse monnaie par trilliards, des dizaines et des dizaines de trilliards chaque année, eh bien, je regrette de dire que le système aurait été effectivement remis à zéro et aujourd'hui, malheureusement, on serait dans un système beaucoup plus sain. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, le système est faux, est totalement faussé par la fausse monnaie, et Nicolas ne peut pas dire le contraire. On est dans les taux négatifs. Mais Pierre n'a pas terminé, alors on va laisser la mission à 100% à Pierre. Et je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que c'est un événement, c'est l'émission événement. Je réunis sur ce même plateau Pierre Jovanovic et Nicolas Miguet. Si vous permettez, je veux dire que dans chaque numéro de l'Hebdo Bourse Plus, on publie notamment le dictionnaire des termes financiers, ce qui permet donc aux gens, donc des fois, de s'y retrouver donc dans des mots qu'ils ne comprennent pas. Alors, j'utiliserai pas des sigles savants et des mots comme les trilliards, qui veut dire 1000 milliards, hein, je veux dire tout simplement. Mais il faut savoir que quand vous avez de l'argent gratis ou avec très peu d'intérêt, cela incite, je veux dire que les banques qui font de l'argent avec l'argent, je veux dire à placer faire des placements plus risqués, plus hasardeux, notamment en achetant des actifs immobiliers, des actifs boursiers et en faisant monter le prix. C'est-à-dire que quand on achète quelque chose à $100 et qu'on le revend à $120, on gagne 20%.
Tandis que si vous le prêtez pour construire la maison à $100 aujourd'hui, quelqu'un aux États-Unis, au bout d'un an, vous aurez $103, c'est-à-dire vous aurez touché $3 d'intérêt. Si vous achetez sur un emprunt immobilier à 20 ans en France, vous êtes à 2% d'intérêt. Vous êtes à un taux qui est pas exactement négatif, mais qui est un taux qui est proche de l'inflation, puisque l'inflation c'est de l'ordre de 1 à 1,5% actuellement, tout confondu, donc en France. Et je pense qu'il y a longtemps que vous n'avez pas fait vos courses. Hein. Une grande partie installation. Contrairement à beaucoup, je fais les courses moi-même. Je peux vous assurer que les prix, je les connais beaucoup plus par cœur que beaucoup d'observateurs, et je peux même vous en citer tout un tas. Il faut savoir que les courses, les gens oublient complètement, par exemple, quand ils disent que le prix de la baguette a augmenté, c'est une partie vient du coût de la main-d'œuvre, puisqu'on est passé de 39 heures de travail pour la serveuse à 35 heures, payer le même prix, donc ça s'est retrouvé dans la baguette. Et les gens veulent le beurre, l'argent du beurre, et surtout ont une culture économique qui est proche du zéro, et peut-être les faveurs de la crémière. Je pensais à la crémière. Et les gens ont une culture économique qui est proche du zéro total et absolu, sans compter que les profs d'économie dans les lycées, quand il y en a, sont surtout des gens qui vous racontent ce qui était l'utopie soviétique, l'URSS, des années 50, où on faisait semblant de vous payer, je dis bien on faisait semblant de vous payer, et en contrepartie vous faisiez semblant de travailler. Bon, c'était comme ça. Alors, le capitalisme, il a plein de défauts, mais il fonctionne. Et dans les défauts, il y a un problème lié aux matières premières, par exemple, au pillage des pays qui produisent des matières premières. Dans les défauts, il y a effectivement un facteur humain qui n'est pas exactement conforme à la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire le respect donc des personnes et de leur carrière. Mais je me permets de vous rappeler aussi que le salarié est aussi très cynique. Je veux dire que moi, je suis chef d'entreprise, quelqu'un qu'on vient de former, qu'on a formé, qui a fait 5 ans ou 6 ans dans l'entreprise, qui est passé d'un niveau de je ne sais rien à un niveau qui est bancable, c'est-à-dire donc qui est ça. Eh bien, du jour sur le lendemain, il vous claque sa démission parce qu'il a trouvé quelqu'un qui le payait 300 € ou 500 € de plus, alors qu'il était pourtant bien payé chez nous. On est dans un monde qui est extrêmement cynique dans le domaine des relations économiques. Le temps où les gens entraient dans une entreprise pour y faire une carrière complète est révolu. Oui, mais il vous répondra, vous pouvez le virer du jour au lendemain. Aussi, presque. Ce n'est pas exactement le cas. Le patron n'est pas prémuni contre un départ inopiné d'un salarié, car il est obligé, donc il a investi en formation, on lui remboursera pas l'argent qu'il a investi. Le salarié emporte un savoir-faire, et malheureusement, je dirais qu'il faudra reformer quelqu'un d'autre pour le remplacer pour le faire. Donc alors que quand le patron veut se séparer d'un salarié, ça prend beaucoup de temps. Je sais que c'est des prud'hommes avec des risques assez importants. Dans 90% des cas. 90% des cas. Et quand vous remettez, parce que vous avez des difficultés sur votre entreprise, je parle des vraies entreprises, c'est-à-dire des toutes petites entreprises. Moi, je suis chef d'une petite entreprise qui, salariés et sous-traitants compris, c'est une vingtaine de personnes. Nous faisons le seul hebdomadaire économique et financier, politique, économique et financier, qui soit sans publicité. C'est-à-dire qu'il n'y a que le lecteur qui paye. Soit il est abonné, il peut s'abonner, l'auditeur peut aller sur bourse.fr. Il faut bien que je fasse ma pub. Non, mais vous avez raison. Et c'est le seul endroit où il n'y a que le lecteur qui paye. Nous, on ne connaît pas le big data. C'est-à-dire que, par exemple, partout ailleurs, vous achetez un journal, je vais citer aucun journal parce que les autres journaux, mais les grands quotidiens régionaux, par exemple, aujourd'hui, ont des données, récupèrent des données via Internet sur tout leur lectorat. Et ensuite, je dirais qu'une fois quand les lecteurs recherchent dans l'annuaire du grand quotidien régional de la région de l'Ouest, je dirais que les adresses de restaurants, ça s'appelle le site, je crois que c'est Ma Ville, etc. Eh bien, on sait qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse au restaurant, et comme par hasard, la prochaine fois qu'il va ouvrir sa page de Ma Ville, je dirais que c'est le site donc de ce quotidien, eh bien, il y aura la publicité qui arrivera spontanément d'un restaurant. Voilà. Donc, on est dans un monde où il y a des gens qui travaillent pas exactement comme nous. Je fais un journal qui n'est pas subventionné, qui refuse d'aller quémander des subventions au gouvernement, alors que le journal Ouest France, comme le journal Le Figaro ou le journal Le Monde, touche des dizaines de millions d'euros chaque année de subventions publiques. Ce qui restreint bien sûr leur liberté, puisqu'ils tendent la main, donc ils doivent respecter la main qu'ils donnent. Donc on n'est pas dans le même schéma. L'économie devrait être enseignée
et je veux dire qu'elle ne l'est pas. Les gens ne comprennent pas ce qui crée de la richesse, c'est-à-dire qu'à partir d'un tas de terre, on arrive à faire donc 1 kilo de pommes de terre. Je veux dire qu'on ne sait même pas comment ça se passe. Les gens, de toute façon, disent que leur pouvoir d'achat baisse parce que aussi, ils n'achètent pas des pommes de terre brutes, mais ils achètent des pommes de terre déjà cuites en vapeur, tout épluchées, transformées. Et il y a quelques années, quand j'étais petit, je suis né en 1961, excusez-moi de le dire, mais le repas du soir, c'était pas devant une télévision de désinformation en continu que ça se passait. Le repas du soir, je veux dire qu'avant le repas du soir, on épluchait, on parlait. Je veux dire qu'il y en avait celui qui n'épluchait pas, il faisait ses devoirs. Et la maman ou le papa regardait, vérifiait, se lavait les mains avant d'aller toucher au cahier, parce qu'on respectait bien évidemment le cahier et tout cela se faisait dans une ambiance familiale et il n'y avait pas de télévision. Et s'il y avait la télévision, c'était juste pour aller regarder les dossiers de l'écran. Je dirais que, ou Bonne Nuit les petits pour la partie donc pour des enfants, mais il n'était pas question donc de regarder la télévision comme maintenant aujourd'hui on le fait comme une sorte donc d'occupation générale du foyer. Pierre Jovanovic. Je crois que le marchand de sable est passé. Pourquoi ? Parce que on s'est vraiment éloigné du sujet qui nous préoccupait. Je vous ai posé comme première question à tous les deux. Est-ce que ça va bien en France ou pas ? Non, ça va pas. J'ai évidemment le sentiment que Nicolas répond que ça va plutôt bien en France, et que Pierre Jovanovic répond que c'est le chaos en France. Alors Nicolas répond sur quelques entreprises, mais il n'a pas répondu de manière générale. J'ai plutôt l'impression que c'est le chaos en France en ce moment. Pierre, pourquoi c'est le chaos en France ? Il y a un les commerces ferment partout. Ça fait quand même 19 semaines qu'il y a une insurrection générale en France. D'une manière, on parle pas de l'insurrection. Mettons abstraction l'insurrection. S'il y a une insurrection, bon, évidemment, vous allez me répondre, Pierre, c'est parce que ça va mal. Mais la situation des commerces, des entreprises, vous annoncez des licenciements à longueur de temps. Nicolas lui dit que ça va plutôt bien. Mais attendez. Il cite certaines entreprises. Non, mais attendez, le métier de Nicolas consiste simplement à sélectionner les meilleurs. Sélectionner les meilleurs. Je veux dire, on n'est pas du tout en contradiction, ni en opposition. Nos journaux, je veux dire, sont complémentaires. Ce que vous dites là. Non, mais nos journaux sont complémentaires. C'est-à-dire que moi, je dirais, vous avez 4 élèves qui ont des très bonnes notes et 10 élèves qui sont au bord du chaos, qui ont des mauvaises notes, ils sont irrécupérables, et 6 élèves moyens. Le métier de Nicolas dit dans cette classe, c'est dans la classe de sélectionner les 4. Oui, voilà. Les 4. C'est de sélectionner les 4. Vous nous donnez la liste, vous dites cette classe elle se porte mal parce qu'il y en a quand même 16 qui ont pas c'est autre chose. Non, donc chacun a raison alors. Oui, mais on a tous les deux raison dans notre domaine. On n'est pas du tout en opposition. C'est important là. Je pense c'est très important de comprendre ça. La rémunération du livret A, aujourd'hui avec les taux négatifs, est à 0,75%. La véritable inflation, n'en déplaise à Nicolas, est à 5%. De tout ce qu'on achète au marché, etc. Pommes de terre épluchées ou pas, peu importe. C'est 5%. Ça veut dire que la France, à Paris, excusez-moi, c'est pas les mêmes prix. D'accord, mais la région parisienne était quand même assez grande. Montpellier aussi, Toulouse aussi, Bordeaux aussi, Lyon aussi. Donc c'est pas parce que vous vivez la campagne, forcément, c'est un peu moins cher. On est d'accord, Nicolas. Quel est le prix du kilo de pommes de terre ? Je vous pose la question, Pierre. Combien vous avez payé votre dernier kilo de pommes de terre ? Alors là, il me fait le coup du prof, là. Non, alors là, je marche pas. Non, mais attendez. Non, mais le prix du kilo de pommes de terre. Mais c'est pas le prix du ticket de métro. Soyez gentil. Soyez gentil. Je peux vous dire aussi le prix du ticket de métro. Et je veux dire franchement. Le prix du kilo de pommes de terre, je peux vous le dire. Moi, je suis au courant des licenciements que toutes les entreprises font. Le prix de la baguette, j'achète mes croissants, vous voyez. C'est 1,20 €. Voilà, je peux vous donner le coût de mon boulanger, voilà, qui est à côté de la maison. Je les achète par carnet, moi, donc carnet ticket de métro, c'est proche d'1,30 € maintenant. Ça n'a aucune. C'est ridicule. Augmenté, alors. Nous sommes dans les taux négatifs et nous sommes dans un truc de destruction totale de l'économie. Il suffit de regarder toutes les boutiques vides partout dans toute la France. Ça c'est vrai quand même. Alors excusez-moi Nicolas, mais vous pouvez. Ça c'est vrai qu'il y a quand même dans les centres-villes beaucoup de boutiques vides. Mais Nicolas ne se focalise que sur le 0,1% de la population, enfin des multinationales. Donc c'est normal qu'il voit les choses. Le chercheur d'or, il vous emmène là où il y a de l'or, et s'il y a de moins en moins d'or sur le terrain, les gens qui le suivent ont confiance en lui parce que c'est le chercheur d'or. Il vous emmène dans le il a raison. Où il y a encore quelques de l'or à prendre. Vous savez,
Mais ils ont raison. Les gens qui s'enrichissent sont toujours bien informés. Attendez. Et il faut savoir, par exemple, qu'une entreprise française qui s'appelle Gossin, qui est une entreprise qui fait des engins de manutention, vient d'emporter un contrat à Singapour pour 86 AGV. Gossin a souffert pendant énormément de temps parce qu'ils sont passés d'engins de manutention traditionnels avec du fioul lourd, vous savez, c'était très difficile et ça puait, c'était pénible comme chose, à des trucs électriques totalement automatisés. Ça leur a coûté, ils n'ont pas trouvé les financements, ils ont trouvé par la bourse des augmentations de capital successives pour faire les financements. Et ils réussissent à avoir enfin un vrai gros marché, c'est-à-dire 86 machines. Chaque machine coûte, c'est juste à la limite entre le territoire de Belfort et la Haute-Saône. Donc il y a plein de PME dynamiques en France. Vous dites, je parle simplement des 0,1% de multinationales. Gossin, c'est peut-être une entreprise qui vend dans le monde entier, puisqu'ils vont vendre avec Bolloré sur les ports africains, qu'ils ont des contrats en cours de négociation avec le port de Hambourg. Ils ont des contrats en cours de négociation en partenariat avec l'allemand Siemens pour les aéroports de Dubaï. Mais cette multinationale, vous savez combien elle fait de chiffre d'affaires? Moins de 10 millions d'euros les dernières années. Elle a eu son chiffre d'affaires qui a fortement baissé parce que ses produits traditionnels ne se vendaient plus. Et pour pouvoir rebondir, elle a énormément investi, près de 70 millions d'euros, dans des nouvelles machines totalement autonomes, qui étaient programmables, qui pouvaient décharger dans les ports, donc ce qu'on appelle les terminaux. C'est un exemple. Mais il y a d'autres. Mais on a d'autres exemples. Il y a des fois, donc, le vrai problème, une autre entreprise qui a un système qui s'appelle le Cellvisio, s'appelle Monachitech, elle fait une machine qui permet donc d'éviter d'avoir des sondes qui rentrent chez vous à l'intérieur de votre corps pour aller vérifier tel ou tel de vos organes. Eh bien, le Cellvisio, c'est une vraie réussite technique. Toutes les revues de médecine ont sorti des articles de très bonne qualité. Il est remboursé les actes faits par le Cellvisio sont remboursés par la sécurité sociale américaine. Eh bien, figurez-vous que ça fait 6 ans que le dossier est sur la table de la Sécu française et le coup de tampon n'est toujours pas arrivé. Donc, on est dans un monde étonnant où vous avez, et cette entreprise Monachitech, elle n'existerait pas si elle n'avait pas été cotée en bourse, si elle n'avait pas trouvé sur les marchés financiers des gens qui mettent de l'argent dedans. Aujourd'hui, elle vaut beaucoup moins que l'argent qui a été mis par les gens. C'est le risque qu'ils ont assumé. Et on ne peut pas dire que ce sont des gros fonds d'investissement spéculatifs qui l'ont fait. En revanche, les fonds d'investissement, je peux vous assurer, spéculatifs, ce qui travaillent, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ils essaient de gagner dans tous les sens. Et là, il y a un mépris total de la masse humaine, donc de la masse salariale. Quand vous avez, on reprendra le dossier Casino, une entreprise dont plus de la moitié du flottant, c'est-à-dire du capital qui n'est pas détenu par donc l'actionnaire principal, et qui est vendu à découvert par des fonds qui ont emprunté des titres avec comme complicité certaines banques françaises, comme par exemple la Société Générale, on peut se poser des questions sur la finalité finale, comme on dit. Ce sont des gens qui veulent faire de l'argent en tuant les autres. Et bien évidemment, quand je le dénonce, croyez-moi, la pseudo-gendarmerie financière, soi-disant l'AMF, l'Association pour le maintien des grandes... On sait que l'AMF, ce sont des gros feignants. C'est pas des feignants, non, ce sont des gens qui travaillent en sous-traitance du grand banksterisme. Je veux dire, ce sont tous des anciens, quasiment tous des anciens de la banque ou des copains de banque. Souvent, ce sont des jeunes qui aspirent à passer de 25 ou 30 000 euros de salaire annuel à l'AMF à 100 000, 150 000 ou 200 000 à la Société Générale, chez Dresdner ou telle ou telle autre banque internationale, Goldman Sachs étant la plus répandue dans la sinistre réputation du banksterisme. Voilà, oui, là-dessus, sur les hedge funds, on est tout à fait d'accord, mais... Juste pour les pommes de terre, c'est 0,80 le kilo, donc dans tous les détails. Alors, oui, c'est vraiment pas cher chez vous, hein, parce que... par sac de 25 kilos chez moi, c'est... Parce que à Paris, le sac de 1,50 €. Non, mais le sac de 25 kilos, le sac de 25 kilos de pommes de terre, le sac de 25 kilos de pommes de terre livré par le paysan chez moi, me coûte 7,50 €. Bon, voilà. C'est les privilèges de ne pas habiter à Paris, on va dire ça comme ça. Et d'acheter par sac de 25 kilos à un paysan direct. Non, mais sérieusement, je veux revenir quand même à ce qui se passe aujourd'hui. Le mouvement des Gilets jaunes n'existerait pas en France s'il n'y avait pas une crise mondiale financière massive. Voilà.
C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, et je le répète à nouveau, les taux négatifs sont en train de détruire totalement le secteur européen. Vous êtes bien placé pour savoir, Nicolas Miguet, que fin décembre, Wall Street a explosé à nouveau, simplement parce que M. Powell, donc qui est le gouverneur de la Fed, a essayé de remonter les taux d'intérêt, et on a vu les dégâts que ça a fait. Il a aussitôt arrêté. Ils ont même été obligés d'appeler ce qu'on appelle le plunge Protection Team, c'est l'équipe de protection du plongeon. Hein, je vous le fais genre plongeoir, hein, vous voyez, parce que le Wall Street a tellement perdu d'argent qu'ils ont été obligés d'imprimer à nouveau de la fausse monnaie et de racheter toutes les actions pour le faire remonter au cric. Donc aujourd'hui, tout le système ne tient qu'en lévitation grâce à la fausse monnaie. Sainte Thérèse d'Avila faisait véritablement de la lévitation, hein, elle lévitait dans les églises, je pense que vous le savez, mais aujourd'hui nous avons de la lévitation des marchés financiers par la fausse monnaie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces banquiers centraux qui se prennent qui jouent le rôle de Dieu. Et c'est ils créent des choses à partir de rien, à partir de la photocopieuse. Et c'est quelque chose, l'histoire monétaire nous le montre depuis le système moderne, on va dire fin 19e, que à chaque fois qu'on a utilisé de la fausse monnaie massivement, ça s'est toujours terminé dans un désastre absolu, apocalyptique, nucléaire, Hiroshima, ce que vous voulez, le Hiroshima nucléaire. Voilà, le Fukushima monétaire. De la fausse monnaie, Nicolas. Mais il le sait très bien. Non, on va pas dire que j'approuve ce que vous venez de dire. 80 milliards par mois depuis 2015. 80 milliards par mois de faux euros fabriqués par la Banque Centrale Européenne depuis janvier 2015. Les chiffres ne sont pas exacts. Jusqu'au 31... Ah si, je suis désolé. 31 décembre. Mais peu importe. Peu importe le montant. C'est de la fausse monnaie. Non, vous regardez juste les chiffres de la création monétaire et pas de la suppression monétaire. C'est-à-dire que quand vous avez un emprunt qui est remboursé, c'est de la suppression monétaire. Donc quand vous créez 80 milliards de crédits et que vous avez en face... Mais c'est ce qu'il a essayé de faire, Powell. Permettez de respecter l'auditeur pour qu'il puisse comprendre quand je réponds à une question. Ah oui, donc je reprends. Je vous respecte. Respectez l'auditeur. Mais Nicolas, arrêtez de me donner des leçons. Non, c'est pas des leçons. S'il y a bien des gens qui respectent ici autour de cette table, c'est un bon show, là. C'est nous. Voilà. Bon. Allez. Alors, Nicolas, arrêtez avec vos... Nicolas Miguet, la version. Je vais simplement être très court, très simple. Quand on crée 80 milliards d'euros et qu'en face, vous avez d'autres acteurs ou des machins qui, à la Banque centrale, remboursent pour 50 milliards d'euros ou 55 milliards ou 60 milliards d'euros de crédit, c'est la création nette monétaire qui est importante à regarder, c'est-à-dire 20 milliards à 30 milliards. C'est tout. Donc le chiffre que vous dites qu'on a fait pour 80 milliards de fausses monnaies par mois est inexact. C'est factuellement totalement faux. Parce que en face, il y a des échéances, il y a eu des remboursements qui ont été faits. Vous donnez effectivement plus d'aisance à l'économie et ça se revoit, et je suis d'accord avec vous sur le fait que ça touche l'économie du particulier sur un facteur. Essentiellement, c'est l'immobilier. Pourquoi ? Parce que comme la spéculation se fait sur le bien physique et les gens cherchent du bien physique qui n'est pas construit, ce n'est pas de la relance, on construit pas de nouveaux immeubles, donc on se met à prendre de l'immeuble ancien qui est souvent à refaire et dont on crée une valeur artificielle en le faisant passer. Et par exemple à Paris, le prix du mètre carré de l'immobilier est actuellement en moyenne proche ou au-dessus de 10 000 euros. Je rappelle qu'en 1981, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, alors que les prix étaient 6 fois plus bas, le prix du mètre carré était de 1 000 euros. Non, mais attendez, il était de 1 000 euros du mètre carré en moyenne, c'est-à-dire 6 500 francs, presque 7 000 francs à l'époque. Donc, de 81 à aujourd'hui, les prix ont multiplié par 6. Et l'immobilier, il a augmenté, en plus de cela, donc de 4 000 euros, puisqu'on est à 10 000 euros en moyenne. On va prendre juste sur Paris. À la Baule, peut-être que c'est différent, mais juste sur Paris. Dans d'autres villes de province... C'est un peu la même chose, malheureusement. Bon, voilà.
certains disent que La Baule, c'est le 21e arrondissement de Paris. Non, il paraît que c'était Deauville avant. C'est Deauville avant. À La Baule, face à la mer, c'est le 22e arrondissement. Voilà, exactement. Le mètre carré face mer à La Baule. Donc il faut savoir que ce n'est pas l'inflation du coût de la construction qui fait que ça coûte 10 000 euros le mètre carré, c'est de l'inflation, donc de la valeur spéculative. L'offre et la tout demande. simplement, l'offre et la demande. L'offre et la demande, et puis c'est tout. Et parce qu'il y a de la facilité d'argent, et que La fausse l'argent monnaie. que vous appelez fausse monnaie, et que l'argent que les gens empruntent, excusez-moi, quand j'ai acheté ma maison, c'était en 1986, j'ai souscrit un emprunt à 9,6% d'intérêt annuel, assurance comprise. Avec de la vraie monnaie. c'est ça, à l'époque, de la vraie 9,6%. monnaie. Je payais 9,6% d'intérêt sur 20 ans, croyez-moi, c'était dur. Aujourd'hui, mes enfants sont en phase, les uns après les autres, d'acheter leur logement. Ils empruntent à la banque à 1,6 ou 1,7%. C'est-à-dire qu'ils empruntent très bon marché. On est donc dans un schéma de facilité qui fait qu'il y a plus de personnes qui peuvent acheter et devenir propriétaires. On nous dit que c'est la catastrophe. Je me permets juste de vous rappeler qu'en 1981, même pas un Français sur deux était propriétaire de son logement ou en accession à la propriété. Un Français sur deux était locataire. Aujourd'hui, on nous dit que tout va pour le mal et que nous sommes dans le chaos. Je l'entends. Je me permets de vous rappeler que nous avons 70% des foyers français qui sont propriétaires de leur logement et seulement 30% qui sont locataires. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu donc un enrichissement généralisé. Le problème n'est pas de la morale, parce qu'en économie, je ne crois pas que la morale soit quelque chose qui soit donc enseigné dans les écoles d'économie. Mais on parlait pas de morale. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait des situations dramatiques sur un certain nombre d'entreprises, c'est vrai, mais globalement, sur l'ensemble des industries de la mécanique, en 2018, pour la première fois, Pierre, on a globalement, avec 628 000 emplois, dépassé le chiffre des emplois de 2007, qui était le précédent record qu'on avait eu dans les dernières années. Donc on a alors le nombre d'emplois, c'est 1 millier de plus l'an dernier. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui ferment, mais il y a des entreprises qui se créent, il y a des usines qui augmentent. Là où Pierre aussi a quand même... Pierre, on va quand parler... vous avez le moteur LeapX de Safran qui passe de 100 par mois... Mais vous voyez juste... Allez, maintenant... Mais vous voyez... Mais ce sont des usines pas loin de chez moi dans l'Eure. Hercel, par exemple, la Ponto de Mer, c'est important. Dieu merci. C'est 1300 emplois créés. On n'est pas dans un second tour de présidentiel. Oui, voilà, on a l'impression de leur campagne électorale. Entre personnes qui réfléchissent simplement, qui n'ont pas... Arrêtez d'emmerder les Français, comme vous dites. C'est ça. On écoute Pierre. Non, juste pour... je commentais ce que vient de dire Nicolas. Je me souviens, j'avais 13 ans, vous devez avoir 12, mais ça nous a tous marqué. Je suis né en 61. Voilà, je suis né en 60. Je me souviens de Valéry Giscard d'Estaing commentant, c'était même dans le Canard enchaîné ou dans le Figaro, Valéry Giscard d'Estaing, donc président de la République, était persuadé que s'il y avait 300 000 chômeurs, parce qu'à l'époque, c'était vraiment, le nombre de chômeurs en France était tellement bas, s'il y avait plus de, je crois, 500 000 chômeurs, il pensait qu'il y aurait la révolution en France. Ça a même fait l'objet d'un conseil des ministres. Aujourd'hui, on est quasiment à 10 millions de chômeurs en France. Alors, Dieu merci qu'il y ait des sociétés... Vous comptez les étudiants dedans, peut-être? Non, parce que le chiffre réel compté, c'est 5 millions. 5 millions, vous rajoutez tous les gens qui sont en formation. Mais y compris, parce que c'est 3 millions officiels, plus 2 millions, est très fort pour mettre des gens dans les formations. Les formations comprises, c'est 5 millions. Ils ne comptent pas les dom-toms, ça les arrange. On ne parle que de la catégorie A. À la louche. 3 millions en catégorie A, un peu moins de 3 millions en catégorie A, 5 millions. 8 millions. Bon. 8 millions. Alors, entre les 300 000 de l'époque dont vous parlez et les 8 millions de chômeurs que nous avons aujourd'hui, excusez-moi, mais c'est quand même un sérieux problème. Donc, ne pas s'étonner qu'il y ait le chaos en France. Mais dans vous voulez combien de millions de chômeurs? J'entends tous les jours des artisans et des restaurateurs qui pleurent de ne pouvoir recruter personne. Attendez. Alors très bien, très bien. On entend ça tout le temps. Très bien, justement. Alors, vous allez dans les restaurants comme moi, comme Nicolas. J'étais dans... c'était encore il y a 2-3 jours. Eh bien, figurez-vous que maintenant à Paris, c'est très intéressant. La plupart des serveurs, etc., ne sont effectivement viennent soit de Moldavie ou sont des migrants et sont déclarés ailleurs, c'est-à-dire
ils ne payent pas de charges sociales en France, mais dans leur pays d'origine, ou en Pologne, ou peu importe. Donc, vous voyez que c'est un système libéral. Pardon? On fréquente pas les mêmes restaurants. J'ai jamais rencontré un Moldave en service, mais bon. Non, mais peu importe le moldave ou polonais même pas. Si vous allez à Londres, vous allez observer exactement la même chose. Exactement la même chose. Beaucoup de jeunes Français travaillent à Londres, 300 000 pour être précis. Oui, mais on est peut-être les Polonais des Anglais. Mais Nicolas, mais je vous assure, vous voyez le monde uniquement à travers vos milliardaires. Non, je crois que je les ennuie plus qu'autre chose. Non, mais vous les ennuyez certes, mais vous passez votre vie à étudier les bilans comptables des boîtes qui font des millions. Vous ne vous intéressez absolument pas au reste de la population. C'est pas le but de votre journal, c'est pas votre métier. C'est pas mon cas. Contrairement à, je veux dire, je vois toute la France. D'ailleurs, je viens d'être censuré à ce sujet, mais bon, c'est une autre histoire. Il y a une véritable crise en France et elle va s'accentuer. Elle va véritablement s'accentuer. Tant et si bien, je me souviens d'avoir fait il y a 3 ans ici une émission ou une interview avec Yannick Urien, et nous en avons parlé ensemble, et je lui ai dit, Yannick, vous allez voir, ceci va se terminer soit par une sorte de révolution, d'insurrection. Tant et si bien que depuis 8 ans que j'écris Blight Masters, à chaque fois la dédicace que je fais, Blight Masters, celle qui va déclencher la Révolution française 2.0. Eh ben, on y est. Tant et si bien, la JP Morgan, tant et si bien qu'aujourd'hui, M. Macron est obligé de prendre l'armée pour défendre les édifices gouvernementaux. Et vous nous dites que tout va bien. Alors, c'est sûr que vos amis, vos sociétés multinationales... caricaturé en disant que je dis que tout va bien. Pas. Bien sûr. Mais enfin, j'invente rien. Arrêtez. Attendez, vous pouvez pas nier que je dis que vous prétendez que 80 milliards d'euros sont émis par la Banque Centrale Européenne. Je confirme. Vous dites qu'il y a 10 millions de chômeurs en France, c'est faux. Je donnerai lundi cette information sur quotidien.com, la dépêche Reuters qui va avec. Vous avez pas suivi. Je suis désolé pour vous. Mais c'est du monétaire. Parce qu'il faut regarder en monétaire, ça ne rentre pas. C'est pas dans votre. Si vous me devez 50 euros. Je suis d'accord. Je vous dois 50 euros, mais j'imprime avec mon imprimante. C'est ce que je fais. C'est ce qu'il faut. J'explique correctement que les auditeurs comprennent. On est dans une situation où vous me devez 50 euros. Vous venez pleurer chez moi. Non, je viens pas pleurer chez vous. Mais non, mais c'est une façon de parler, Pierre. En plus, on se connaît bien. Et donc, vous venez pleurer chez moi, façon de parler, et en me disant, oui, mais Nicolas, j'ai pas les 50 euros sur moi tout de suite. Mais bon, là j'ai un truc à faire. Là, il faut que j'achète un peu de matières premières pour pouvoir créer de la richesse future. Est-ce que tu pourrais pas me prêter 70 euros? Bon, je te redonne. Non, finalement que 20 puisque donc je t'en dois 50. Comme ça, on solde notre ancienne dette. Et puis je t'ai emprunté 70. Donc voilà, c'est ça la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que on n'est pas capable de créer de la vraie richesse aujourd'hui. C'est la France, par exemple, qui est toujours en déficit. Lorsqu'il y a une dette qui est arrivée à échéance, on va voir quelqu'un pour prêter de l'argent. Prête-moi de l'argent que je puisse te rembourser. C'est un peu ça. Et c'est ça. Je dirais que c'est pas exactement de la fausse monnaie, mais c'est sur le delta, ça y ressemble. Non. Voilà, on va c'est de la fausse là-dessus. monnaie. Vous donnerai la dépêche Reuters. Alors, on va s'arrêter Je vous donnerai là-dessus. les articles du Financial Times là-dessus. ou du Wall Street Journal. Ça s'appelle fausse monnaie. Ça peut s'appeler aussi assouplissement, quantitative easing, facilité monétaire, comme vous voulez, mais c'est de la fausse monnaie. Parce que moi, quand j'ai plus d'argent pour faire mes courses, je ne peux pas imprimer avec ma Hewlett Packard des billets de 50 euros ou 200 euros pour aller faire les courses. Et c'est exactement ce que fait la Banque Centrale Européenne. Et ça ne profite qu'aux banquiers et aux 1% de la population. Sachez, cher Pierre, c'est pas vous que je mets en cause. Que votre imprimante connectée est reliée directement avec la police, puisque si jamais vous photocopiez un billet de banque, eh bien ça crée une alerte. Elle est programmée, votre imprimante, pour que ça crée une alerte qui tout de suite envoie une lettre de dénonciation comme quoi vous imprimez, etc. C'est exactement ça. C'est comme vous quand vous parquez, quand vous mettez votre voiture devant chez Casino, là tout de suite c'est l'alerte qui est déclenchée. Pardon, Yannick. J'aimerais vous parler de ce qu'on appelle la destruction créatrice. Peut-être que Pierre a raison en voyant ces flots de nouveaux chômeurs qui arrivent et d'entreprises qui ferment, on le voit, mais dans le même temps, comme l'a dit Nicolas, il y a des nouvelles entreprises dans les nouvelles technologies qui créent des emplois. Et peut-être que, maintenant j'essaie de comprendre que le commerçant
qui ferme parce qu'il n'a pas de clients dans un centre-ville, dans une ville moyenne. Cela crée de nouveaux emplois différents dans les nouvelles technologies, dans les services de livraison. Et pas que chez Amazon. Il y a eu l'an dernier entre 350 000 et 400 000 entreprises qui ont été créées. Moins de 50 000 ont fait faillite. C'est tout. Pierre. Je dirais que aujourd'hui l'humanité est confrontée à quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire l'arrivée de robots dotés d'intelligence artificielle qui sont capables de faire des choses absolument stupéfiantes, y compris de conduire des voitures comme Tesla. Parfois il y a des accidents, mais on voit de plus en plus. Voilà, c'est-à-dire que vous avez vu dans les McDonald's que auparavant vos enfants, Nicolas, pouvaient travailler l'été chez McDonald's pendant le mois de juillet et août. Maintenant, c'est terminé. Ils sont remplacés par des bornes. Et puisque vous êtes né en 61 et moi en 60, quand j'avais 17 ans, que j'allais à mon pôle emploi local pour travailler l'été. Hein, voilà. Et le monsieur à Pôle emploi me donnait une grande boîte de chaussures, c'est-à-dire une double boîte de chaussures, et dans lesquelles il y avait à peu près 1000 fiches. Et il m'a dit, vous voulez travailler l'été? Choisissez. J'avais le choix entre 1000 fiches. Aujourd'hui, nos enfants ne sont même pas capables, c'est pas qu'ils ne sont pas capables, ne peuvent même plus trouver de stage. Voilà. C'est ça la réalité. Ils ne peuvent même plus trouver de stage. Je parle même pas des travaux l'été. On a vu un article de l'AFP l'année dernière. Vous avez des personnes âgées de 65 ans qui veulent travailler l'été alors qu'elles sont à la retraite. Et c'est un phénomène qu'on a vu arriver dans toute l'Europe. J'invente rien. Enfin bon, voilà. Donc c'est également une réalité. Alors le capitalisme effectivement est très créatif, on est d'accord. Mais il y a un moment donné où les grandes entreprises, exemple McDonald's, préfèrent détruire, ne pas avoir. En fait, ils veulent le zéro employé pour prendre tout l'argent et se gaver leurs actionnaires. On a utilisé le verbe gaver. Voilà, c'est vraiment ça. Aller dans un McDo, aller dans un Quick. Maintenant, vous allez à l'aéroport. Il y a même plus de douanier maintenant. Moi, j'étais à Rome il y a 15 jours. Le douanier a été remplacé par une borne automatique. Vous mettez votre passeport. Votre passeport est scanné, relié à tous les fichiers. Parce que vous êtes dans des vols inter-européens au sein de l'Union européenne. Non, je crois que ça va être non, parce que c'était Europe. Vous parliez de la police des frontières. Il n'y a plus de frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. Non, c'était un vol. La Croatie, c'est dans l'Europe, aux dernières nouvelles. Oui, l'espace Schengen. Voilà, donc de la Croatie à l'Italie, c'est de Croatie-Italie, effectivement. Oui, donc c'est l'espace Schengen. Ça, quand j'étais à Chypre, pareil. L'Union européenne, l'espace Schengen. Voilà, mais si vous mettez votre passeport. Rome, Marrakech ou Rome, contrôle de Tunis, police. Là, il y aurait là, vous confondez la douane et la police. Je veux dire, il n'y a plus de police, il n'y a plus de douaniers. Ce sont des automates, c'est ça que je voulais dire. Voilà, ce sont des automates. Et aujourd'hui, malheureusement, le système est accéléré parce que vous avez vu que tous nos services publics sont en train de disparaître. Et eux, malheureusement, ils ne sont pas remplacés par des robots. Sur cette évolution de la société. Juste un fait, juste un chiffre. McDonald's, il y a 15 ans, c'était 800 emplacements. Je dirais pas des restaurants parce que j'aime pas qualifier de restaurant quelque chose qui est donc la nourriture que je ne mange pas avec plaisir. Le restaurant n'est servi à table, etc. En France, ils en sont à 1350 ou 1400 actuellement. Sur la période considérée, donc on pourrait penser qu'ils ont augmenté de 50%, donc le personnel. Non, ils n'ont pas augmenté, ils ont plus que doublé leur personnel. Je veux dire qu'il faut le savoir. Je veux dire que les gens qui aujourd'hui vous commandez à des bornes, mais vous pouvez aussi maintenant désormais, par exemple, ils vous apportent à votre table. Il y a des gens qui viennent vous apporter à votre table. Donc il n'y a pas moins de personnel chez McDonald's. Et si vous dites peut-être que vous n'êtes pas candidat pour aller faire serveur chez McDonald's, mais sachez quand même que renseignez-vous auprès de gens qui ont des enfants qui sont en âge de le faire. Nicolas, ils ont énormément Nicolas, de j'ai personnes. un McDo à côté de chez moi. Eh bien, demandez. Il y a énormément. S'il y a deux fois moins de clients, il y a globalement la société McDonald's publie ses comptes, publie ses chiffres. Et la société McDonald's est une entreprise comme beaucoup d'autres entreprises du secteur à haute intensité de main-d'œuvre, puisque quand vous avez un sandwich que vous payez tout compris 7 ou 8 euros, eh bien, je veux dire qu'en réalité, vous avez 3,50 € ou 3,20 € de main-d'œuvre.
Et vous avez 1 euro de royauté qui vont à la maison mère, de royalty. Ça, c'est le royauté, c'est le mot français. Royalty, c'est le mot anglais. Donc, 1 euro de royauté qui vont à la maison mère au titre de l'utilisation du M, de McDonald's, les recettes, etc. Et puis, vous avez à peu près 2 euros, 2,50 €, donc de nourriture, tout simplement. Mais la main-d'œuvre, ça reste une intensité très importante dans ce genre d'entreprise pour la préparation, pour la sortie des trucs congelés et le faire. Et les chiffres des effectifs sont publics. Il suffit tout simplement d'aller sur le site internet de l'entreprise McDonald's en France et vous verrez les chiffres, ils sont publics, ils sont pas contestés. Je veux dire que personne ne les conteste. Il n'y a que vous. Nicolas, attendez. Dire qu'il y a personne dans un McDonald's dans le personnel, c'est factuellement totalement vérifiable. Non mais attendez, je dis pas qu'il y a personne. Je dis que si avant il y avait 20 personnes, aujourd'hui il n'y en a plus que 10. C'est faux. Et c'est la même chose dans les agences bancaires. Vous prenez une agence bancaire d'il y a, je sais pas, moi, ne serait-ce que d'il y a 10 ans, les agences bancaires, c'est tout à fait exact. Mais les agences bancaires, c'est exact. La SNCF a supprimé toutes ces boutiques, remplacées par Internet. Tout fonctionne comme ça. Ce sont les clients qui n'allaient plus dans les boutiques. Et il faut savoir, c'est un truc que je regrette beaucoup, puisque donc dans les petites gares de province, les horaires ont été baissés. Il se trouve que je suis né en face de la gare, donc je connais tous les employés de la SNCF, qui m'ont dit très clairement leurs chiffres. Les ventes de billets au guichet ont été, en l'espace de 10 ans, divisées par 3. Et la question de la SNCF était de savoir est-ce qu'ils peuvent maintenir un guichet ou non. Donc il y a des vrais problèmes parce que les clients veulent le beurre, l'argent du beurre et toujours les fameuses faveurs de la crémière. Je veux dire que les gens veulent chercher leur billet sur Internet, le site SNCF, je veux dire que ça s'appelle je sais pas quoi. L'avoir sur son téléphone. L'avoir sur le téléphone, c'est un avantage. Et après ils pleurent parce qu'il n'y a plus personne à la gare. Ils ne vont plus à la gare. Ils ne vont plus à la gare que pour prendre le train. Et donc, du coup, c'est comme ça. C'est une évolution des sociétés. Le résultat de tout ça, c'est que la SNCF, aujourd'hui, est tellement endettée qu'elle a procédé à des suppressions de, je pense que c'est à peu près 10 000 emplois par an et ça dure depuis au moins 5 ans. Ils sont en train de supprimer quasiment je pense qu'il restera un tiers des contrôleurs, parce que les contrôles se feront maintenant à l'entrée de la gare de TGV. Alors, effectivement, c'est de la création ou de la destruction comment dire, du capital, de la création monétaire, tout ce que vous voulez, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, vous avez le chômage qui ne fait qu'augmenter. Et je ne vois pas, pour l'instant, une technologie nouvelle qui pourrait permettre aux gens les plus simples, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas beaucoup d'éducation, qui leur permettrait de trouver du travail. Moi, je reviens à ça. Faut réinventer le poinçonneur du métro. Pardon ? Faut remettre le ticket dans le métro avec un poinçonneur. Je pense qu'il y a que ça. Non, je suis pas d'accord. Il y a une dimension. Vous êtes le représentant d'un capitalisme tout à fait non, humain. Je ne suis pas le représentant. À un moment donné, vous disiez, il y a pour une personne sans qualification. C'est juste poinçonner un ticket. Il y a un facteur humain à un moment donné, et on le voit en France aujourd'hui avec les gilets jaunes. Mais je ne nie pas le facteur humain qui est là. Je ne nie pas cette déshumanisation. Je dis simplement que il y a quelques décennies, il y avait des métiers très simples, sans qualification, sans formation. Ça s'appelait le poinçonneur des lilas. Oui, alors qu'est-ce qu'on en fait ? C'est tout. Et on a supprimé ce genre de métier. On a remplacé le balayeur, je dirais que par une machine qui fait que le nettoyage se fait beaucoup plus vite, etc., etc. Oui, on est d'accord. Ceci dit, peut-être qu'il n'y a plus de paveurs de rue et que les rues sont bitumées désormais, mais le poseur de bitume, il existe aussi. Il y a des transformations rapides ou pas rapides, ça dépend des entreprises, ça dépend des sociétés. Quand vous parlez de la SNCF, au rythme que j'entendais dans votre bouche, j'avais l'impression que la SNCF était un nombre d'emplois négatifs actuellement. C'est pas vraiment ce que je lis dans le bilan social de la SNCF. Je regarde simplement qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas d'accueil dans les périodes de pointe dans les gares. Aujourd'hui, vous avez des gilets rouges partout qui aident les familles, qui permettent donc d'aller au train, qui aident pour le porter des bagages, etc. C'est des services qui sont rendus avec des emplois qui n'existaient pas dans les gares.
vous aviez des gares, presque toutes les gares de Paris ou des Nicolas, grandes villes. à vous écouter, on est dans une situation absolument extraordinaire où tout va bien. Effectivement, Yannick avait tout résumé tout à l'heure. C'est ça. Moi, je veux pas être. Je dans dis le que ça se transforme. Ça se transforme. Et il faut regarder la balance. Alors, tout se transforme tout le temps. C'est bon, vous allez pas nous le faire. Nos auditeurs ne sont pas idiots. Non, mais excusez-moi, mais vous les prenez pour des crétins là. C'est abusé là. Non. Si. Je n'ai jamais pris un seul auditeur. Allez, Je les respecte. Nicolas, franchement. On écoute Pierre Jovanovic. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous sommes dans un capitalisme devenu totalement sauvage. Nous sommes dans un système ultralibéral qui est en train de détruire la société de l'intérieur. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez toutes les postes qui sont fermées. La poste, alors vous allez me dire, oui, il y a moins de courriers parce qu'il y a oui, mais il y a 10 fois plus de colis, puisque Internet, les gens achètent par Internet, et ainsi de suite. Mais vous avez les écoles qui sont supprimées, vous avez tous les services publics qui sont supprimés. Ça n'a rien à voir avec le capitalisme, mais ça a à voir avec quelque chose qui est beaucoup plus grave. Et je reviens toujours les impôts sont pas supprimés, fausse monnaie. Non. Les impôts, ils n'ont pas été supprimés. Non, ils ont été bien au contraire augmentés. Mais pourquoi ils étaient augmentés? Parce que la France est endettée avec de la fausse monnaie et qu'elle rembourse avec ses châteaux, avec ses vignobles. C'est marrant parce que ça le fait rire. Mais non, mais c'est pas. Moi, je trouve ça scandaleux qu'un pays que nous soit exportions endetté pour 10 milliards d'euros par an de vin n'est pas obligatoirement une mauvaise chose. Ça crée des dizaines de milliers d'emplois, y compris des emplois saisonniers. Non, mais c'est pas ce qu'il voulait dire. Vous dites qu'on rembourse avec nos châteaux et nos vignobles. Non. Bien que c'est une bonne chose que de vendre du cognac à des Chinois qui trouvent que c'est aphrodisiaque. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est pas ce qu'il voulait dire, Pierre. Non, on laisse finir, Pierre. Nicolas, c'est pas ça que je dis. Dire qu'on brade tout notre. On est en train de brader le système bancaire avec la fausse monnaie et en train de détruire le pays. Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous regardez... Le système bancaire est en train de détruire le pays. Voilà, le système bancaire, de la fausse monnaie. Voilà, de la fausse monnaie. Peut-être vous mettre d'accord tous les deux, vous mettre entre... J'aimerais essayer de décrypter ce que vous dites. Sans doute Pierre a raison, Nicolas a raison. Vous avez raison tous les deux. Mais en réalité, si on n'avait pas dépensé autant depuis 30 ans, fausse monnaie ou vraie monnaie, si on n'avait eu aucune dette, on n'aurait rien à brader. Et voilà. Vous savez, attendez, il y a un comportement. Attends, d'abord le fait de dire voilà, bon. je me sens pas concerné. Je dis la France parce que j'étais pas ministre de l'économie. L'État français, à l'époque. Le 11 concerne l'État français, ne concerne pas tous les trois. Alors Pierre. Vas-y, Nicolas. Bon, alors on y va. Il faut savoir, pas longtemps du tout. Il faut savoir que par exemple, si on n'avait pas fait un effort colossal via que nous avons collectivement aujourd'hui de très mauvaises habitudes de consommateurs. On considère, nous collectivement consommateurs français, qu'il est tout à fait normal de porter une veste qui est fabriquée par des esclaves au Bangladesh ou au Pakistan ou en Chine. On considère qu'il est tout à fait normal d'importer quasiment tout. Je rappelle que la France avait un producteur de téléviseurs qui était le numéro 1 mondial, ça s'appelait le groupe Thomson. C'est fini, maintenant on produit même plus un seul téléviseur et on trouve qu'il est tout à fait normal d'acheter des Samsung ou d'acheter les Philips sont fabriqués en Chine. C'était des usines qui employaient des milliers de personnes dans ma région. C'est un fait. On considère que il faut avoir toujours le beurre, l'argent du beurre, etc. Donc les prix et surtout la crémière parce que vous y avez un avantage, je crois. Et on est dans des gens qui achètent des produits à des entreprises qui sont souvent des multinationales. Je pense à Nike ou à Adidas, autre chose qui fabrique par exemple des chaussures, qui ne les fabriquent plus en France, qui ne les fabriquent plus au Portugal, qui ne les fabriquent plus en Europe en général, qui les font fabriquer là où ça leur coûte moins cher. Parce que, soi-disant, ça coûte moins cher, et en réalité, ça coûte pas toujours moins cher. Et puis, d'un autre côté, vous avez plein de petites entreprises qui se battent, ou des plus grosses entreprises, comme Hermès International, Weston ou d'autres choses, qui montent en qualité, sont montées en qualité, ont investi un peu à la manière des entreprises allemandes. Et aujourd'hui, il y a 10 ans, la filière cuir en France, c'était 3 milliards d'euros de pertes chaque année
entre le solde de nos importations de chaussures et autres vestes en cuir, etc., et ce que nous exportions en produits en cuir. Pour la première fois depuis très longtemps, le solde de la balance commerciale du cuir est excédentaire en 2018 de 1 milliard d'euros. Pourquoi ? Parce que des entreprises ont investi dans la qualité et dans la formation du personnel. Ça prend énormément de temps. Quand vous avez une boîte comme Hermès, qui est un joyau de l'industrie française et de l'artisanat d'art français, l'entreprise Hermès, il y a 10 ans, c'était 2500 emplois en France. Aujourd'hui, c'est presque 6000 emplois en France. Donc, vous voyez, et vous avez raison de voir, cher Pierre, ce qui va mal. Mais j'essaye de voir, moi, ce qui va aussi mieux, voire même très bien. Non mais, je termine et ensuite après c'est à vous. Il a raison. Je termine juste sur un autre, je termine juste sur un dernier exemple. Quand j'étais petit, j'entendais régulièrement des révoltes dans la vigne, dans le métier de la vigne, parce que les Français ne buvaient plus de gros qui tâche et les producteurs du Languedoc-Roussillon fabriquaient toujours du gros qui tâche. Et du coup, l'État rachetait le vin rouge pour le distiller, pour en faire de l'alcool, et le dénaturer. Aujourd'hui, vous n'avez plus tout ce genre de crise. Pourquoi ? Parce que dans le Midi, il y a eu des gens qui ont décidé, dans les coopératives ou dans les artisans, dans les petits viticulteurs, de dire qu'on était capable, dans le Midi, avec le soleil qu'on avait, de faire de très bons vins. Et ils ont arraché les vignes de mauvaise qualité, ils ont replanté des vignes de bonne qualité, et ils font des processus de vinification qui, aujourd'hui, avec un certain nombre de cépages, qui font qu'il y a des vins du Languedoc-Roussillon qui se vendent désormais dans les magasins à 25, à 30, à 40 euros la bouteille et qui trouvent des clients à l'exportation et qui sont notés 100% chez Parker et qui vraiment trouvent des débouchés sur les meilleures tables du monde. Et pourtant, globalement, quand on regarde de loin, on dira, en France, finalement, la viticulture, c'est pas un bon métier, etc. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans la viticulture, dont des travailleurs saisonniers. Nicolas, il y a du positif en France. Le positif, quel est le négatif? Alors, non mais je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord avec Nicolas. Je vais couper le micro, Nicolas. Pour venir, et surtout, vous remarquerez quand même que Nicolas a raison. Il a un standing, donc il nous parle de bouteilles de haut de gamme et surtout Hermès de haut de gamme. Le moindre truc chez Hermès, c'est 600 euros. Hein, donc, je n'ai pas une cravate Hermès. Non, Hermès, c'est pas à la portée de tout le monde, vous le savez bien, c'est le très très haut luxe. Mais on le vend dans le monde entier. On le vend dans le monde entier. Mais j'en suis très fier. Les touristes viennent pour visiter la boutique. Mais on est d'accord. Mais je suis très fier d'Hermès. C'est une maison que je connais vraiment très bien. En revanche, il y a une chose que on ne peut pas, éviter. C'est la révolte des gens pauvres. À un moment donné, quand le déséquilibre entre riches et pauvres est tel, le gouffre, l'écart de richesse est tel, la situation va finir par se transformer en guerre civile. Et vous l'avez vu samedi dernier, c'était le 16 mars. Littéralement, le monde, votre monde, celui dont vous parlez, Hermès, ils sont pas loin, ils sont rue du Faubourg Saint-Honoré, ils sont juste à côté. C'est pas mon monde. Non, mais j'observe l'économie. Tous les Weston, vous avez parlé de Weston. Le magasin Weston a été détruit. Tous les Omega, tous les magasins. Si vous allez sur quotidien.com, vous avez les 200 photos de toutes les boutiques explosées les unes après les autres. Et vous savez, il y a quelque chose de tout à fait nouveau là que j'ai observé. C'est que d'habitude, les gilets jaunes, ils descendaient les vitrines. Ils cassaient les vitrines et puis ils passaient une autre. Ah, vous dites les gilets jaunes ou les Black Blocs? Les Black Blocs, il y a les pillards qui viennent des banlieues aussi. Mais oui, mais c'est la même chose. Là, ils se sont attaqués aux portes. Sur des portes qui parfois ne donnaient sur rien, c'était juste une entrée de bureau qui était condamnée. Ils s'attaquaient à des portes, donc inconsciemment, si vous voulez, ils étaient en train d'essayer de forcer, d'ouvrir une porte qui leur était économiquement fermée. Et c'est ce que je vous dis depuis le début, Nicolas. Vous n'observez la France et l'économie qu'au travers d'une loupe qui est la vôtre et qui est très juste. Votre journal est excellent, mais qui ne représente en rien ce qui se passe en France et en Europe et en particulier avec tous les gens
dont la fin du mois s'annonce au 15. Et ceux-là, ils ne savent pas comment finir le mois. Ils ne font que la fortune que des gangsters, des banksters, comme vous les appelez, moi aussi d'ailleurs, la Société Générale, les Crédits Agricoles, parce qu'au 15 du mois, ils sont à découvert, et que du 15 jusqu'à la fin du mois, c'est des agios en plus, et ils ne peuvent plus s'acheter. Ils sont obligés de choisir entre acheter à manger, emmener les enfants à l'école en voiture, ou aller chez le médecin, ou acheter de nouvelles lunettes. Donc il y a un véritable problème, et ce problème, vous ne pouvez pas l'ignorer. Enfin, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, c'est les patrons, les PDG de multinationales dont vous faites les fiches, etc., dans votre journal, parce que le système va leur exploser à la figure. Et ils ne pourront plus exporter. Si demain, samedi, les gilets jaunes et les black blocs débat, parce que maintenant les champs leur sont interdits, mais pas la rue du Faubourg Saint-Honoré. Je rappelle, Hermès, c'est au 24, si mes souvenirs sont bons. Je sais pas, je connais pas l'adresse, Si, vous êtes mieux renseigné que moi. Oui, je suis très bien renseigné, 24. Vous avez une carte fidélité? Non, vous savez, de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 22 ans, j'étais avec une jeune femme qui s'appelait Evelyne Decou et son papa était directeur financier d'Hermès. Voilà. Donc c'est pour ça que je connais la maison si bien. Voilà. Mais à l'époque, c'était tout petit. Il y a un problème en France avec des millions de gens qui crèvent de faim le 15 du mois. Exactement. Il y a 10 millions de personnes qui ne finissent pas le mois. Vous ne pouvez pas ignorer cette partie de la population parce qu'elle va vous exploser à la figure. Pourquoi vous... Quand je dis pas vous, moi je suis pas concerné. Non. Vous, moi je fais les payes de mes salariés, je veux dire que chaque mois et je veux dire que j'arrive. C'est difficile, mais on y arrive. Nicolas, en revanche, grâce à des clients. Je lis votre journal. Votre journal est orienté uniquement financier. Parfois, il y a des politique, finance et culture aussi, des articles sur les livres. Mais et on a même parlé de vos livres. Mais il n'y a pas de social. Il n'y a pas de social. Mais on parle de la société de crise en général. Sociale. Non, de crise sociale. Je parle pas le but de l'hebdo Bourse Plus. Mais si, parce que quand vous avez des entreprises qui dans mon bloc-notes, il m'arrive de parler. Par exemple, vous avez le fabricant de téléphone, je pense que Vico, le fabricant français de téléphone, vous avez vu qu'ils ont décidé de virer 200 personnes. C'était la semaine dernière. Donc, vous voyez, c'est une entreprise qu'on nous a présentée comme florissante, extraordinaire, et patati, patata, le savoir-faire français, les start-up et c'était fabriqué en Chine. Oui, bien sûr, mais bon. Oui, mais 200 personnes Miguet de faire une rubrique sociale dans son journal. Non, c'est comme demander à l'humanité de faire une rubrique luxe. Non. Le social entraîne. Pas le positionnement. Non. Laissez-moi finir. Casino, Auchan va très mal, la famille Muliez, tout ça. Pourquoi ça va très mal? Parce que les gens, la fin du mois est au 15 et qu'ils ne peuvent plus faire le cours chez Auchan. Voilà quand je dis social, ce qui manque justement, c'est une espèce de prévision. Mais personne ne nie qu'il y a des millions de gens en France qui, le 15 du mois, crèvent la dalle. Mais Serge Vanhoenac, personne ne le nie. Je pense pas que Nicolas le nie non plus. Bah si, manifestement. Non, je parle pas de Nicolas, mais je pense que les directeurs d'entreprise dit que je suis finalement, en réalité, je devrais changer de casquette. Je suis au Medef. Pas du tout. Je ne suis. Ah si, vous avez un côté très Medef. On va appeler Geoffroy Roux de Bézieux. Il est voisin. Il est pas très loin. Là, vous feriez un très bon patron du Medef. Alors là, c'est oui, c'est pas du tout. Vous ferez un très bon représentant du Medef. Cela fera très bientôt 40 ans que je fais de la presse économique. L'économie, c'est simple comme une pomme de terre, 1 kilo de pommes de terre, 10 kilos de pommes de terre. Il y a un moment, et une planche à billets. Attendez, non. Une pomme de terre, c'est juste suffisant, mais c'est 1 kilo de pommes de terre, ça donne à manger à 5 ou 6 personnes. Et 10 kilos de pommes de terre, vous avez des réserves. C'est cela l'économie. Moi, je parle à des gens qui, normalement, ont ce genre de raisonnement. Une pomme de terre, vous la cuisez, vous n'allez plus avoir la faim au ventre, mais vous aurez quand même pas totalement mangé à votre faim. 10 pommes de terre, c'est-à-dire 1 kilo de pommes de terre, 10 pommes de terre, vous allez manger à plusieurs et chacun va manger à sa faim. Certains mangeront une pomme de terre et demie, d'autres mangeront une pomme de terre seulement, d'autres vont manger, etc. Mais vous allez être une grande table conviviale. Et quand vous avez 10 kilos de pommes de terre, vous allez surtout pas pouvoir la manger, sinon vous allez étouffer, tout seul. Et comme on dit riche ou pauvre, on peut pas manger plus qu'un poulet par jour. Et bien, vous allez donc simplement dire où je les mets pour qu'elles ne pourrissent pas. C'est aussi bête que cela. Donc, il y a dans la société ces 3 systèmes. Là, les gens qui n'ont que la pomme de terre, vous parlez de ceux qui ont des problèmes au 15 du mois, mais de toute façon, c'est parce que aussi dans notre société,
Il y a des gens qui, il y a quelques années, n'avaient pas un téléphone portable chez eux. Ils en ont aujourd'hui un, ils en ont parfois deux. Nicolas, mais vivez dans la vraie vie. Non, regardez. Allez au lycée. Ça fait 5 ans que je fais le tour de France. Je vois les Français. Je vous rappelle que sous Sarkozy, vous n'aviez pas de gilet jaune. Il n'y avait pas de gilet jaune sous Sarkozy. Le concours, vous avez le concours depuis plusieurs années dans les lycées ou dans les collèges, ce qu'on appelle la SAP. La SAP, c'est donc des vêtements de marque. Vous avez, bien que Yannick, il a un petit crocodile ici, bien que, eh bien, voilà, c'est une entreprise française qui fabrique en France. Eh bien, bien que les gens dans les lycées, les gamins, se moquent les uns des autres s'ils n'ont pas des vêtements de marque. Et vous avez les chaussures aux pieds, c'est des derniers modèles qui viennent de sortir, c'est une compétition. Donc, cela crée une pression sur les parents, qui sont obligés ou qui se sentent obligés parfois de faire des dépenses qu'ils ne faisaient pas il y a quelques années. C'est aussi bête que cela. Vous avez, il y a quelques années, on avait un téléphone qui était monsieur. Il y a, cher Pierre, il y a aujourd'hui, chaque année, plusieurs millions de ce que j'appelle des orthiphones, que la plupart du temps les gens appellent des smartphones, qui sont vendus chaque année en France. C'est un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros. Ça ne vient pas de zéro. Vous savez que quand il y a la prime de rentrée, c'est le moment où Fnac Darty fait le plus gros chiffre d'affaires. C'est vrai, ça c'est. Alors qu'on n'aille pas me dire qu'il y a des problèmes au 15 du mois, quand vous avez des gens qui, dès qu'ils touchent la prime de rentrée scolaire, vont la dépenser en produits festifs pour acheter la nouvelle console qui vient juste de sortir et que l'on met en magasin exactement au moment-là, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui les dépensent. Le Darty de Saint-Nazaire, c'est la prime de Noël. C'est la réalité. Pierre, le directeur du Darty de Saint-Nazaire m'a dit que c'est son meilleur chiffre au moment de la prime de rentrée, avec des écrans plats et des consoles de jeux. Plus que c'est la réalité. Mais c'est pas parce que 5% ou 10% même de gens qui touchent cette prime vont s'acheter, mais c'est pas le reste. C'est 80%. Vous pouvez pas, c'est comme si vous disiez tous les chômeurs sont des fraudeurs, restent chez eux et restent sur leur canapé. Mais combien il y en a? Il y en a malheureusement aussi. C'est le problème. Pas vous, Nicolas. Non, mais non, mais je ne suis pas tombé dans ce piège. Je dis simplement que malheureusement, quand on cherche des personnes pour faire du travail et du vrai travail, qui plus est, on paye leur formation, c'est très rare que l'on ait spontanément, alors que des gens qui, normalement, des fois, donc, cherchent du travail, soi-disant, depuis très longtemps, quel que soit l'âge maintenant, il y a quelques années, c'était assez facile pour une personne qui était à 50 ans ou 55 ans, qui avait du mal à trouver du travail et qui pouvait accepter de se remettre en question. J'ai beaucoup de difficultés parfois quand j'ai du travail, donc quand j'ai besoin de travaux ponctuels dessus. Alors les gens se recourent à des sociétés d'intérim souvent pour pouvoir donc avoir des travaux très ponctuels. Attends. On va finir. Pierre Jovanovic, j'aimerais qu'on finisse parce que ça fait assez longtemps qu'on est ensemble. Là, il est temps maintenant. Non, parce que là, alors Pierre, maintenant, on coupe le micro à Nicolas. Voilà, au professeur Miguet, voilà. Non, Nicolas, je vais vous prendre un exemple. La censure chez BFM. On est pourtant chez Care News. J'ai le logo derrière moi et j'ai l'impression que c'est la censure de chez BFM. C'est moi qui suis censuré pourtant. Très sérieusement, je vous prends l'exemple de pages jaunes. Tout le monde connaît les pages jaunes. Auparavant, c'était les gros annuaires avec tous les numéros de téléphone. Office d'annonce. Voilà. Maintenant, maintenant ils sont à Boulogne. Là, il y a 2 ans, ils ont décidé de simplement pour récompenser les actionnaires, de virer 2000 personnes, donc 2000 personnes qui travaillent au téléphone. Depuis 10 ans, qu'ils ont... Il n'y a pas eu de récompense des actionnaires, il n'y a pas eu de dividendes. Et qui c'est? Oui, ben voilà, non mais voilà, c'est ça. Mais qui a racheté? Goldman Sachs en a fait partie, ils ont tout vidé. Les actionnaires ont été complètement lessivés, ils ont été ruinés sur ce dossier-là, ruinés totalement. Là, c'est marrant parce que là, on est d'accord du coup. Bien sûr. Sur une page jaune, on est d'accord. Sur page jaune, la réalité. Ils ont viré 2000 personnes. Ils en ont délocalisé au Maroc. Et j'ai eu l'information hier d'un ami qui travaille. Ça suffit jamais. Exactement, ça ne suffit jamais. Là, ils ont décidé d'en virer encore plus. Ils vont délocaliser tout le monde ou quasiment tout le monde au Portugal. Et d'ailleurs, ils font les propositions aux salariés à Boulogne-Billancourt d'aller travailler à Lisbonne ou je sais pas dans quelle banlieue de Lisbonne au quart du prix ou à la moitié du prix.
Et simplement pour que justement les 800 actionnaires. euros par mois. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit les actionnaires, On c'est a plutôt publié pour les l'information. banques. C'est plus pour les banques. Pour les banques. C'est sûr pour les rembourser les banques. D'accord. Parce que Nicolas, je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Avant de payer les actionnaires, on rembourse les banques. C'est la loi française qui dit que le créancier est prioritaire vis-à-vis de l'actionnaire. Voilà. Bon, bah voilà. Finalement, on retombe sur votre Yannick Urien. Vous avez la réponse à votre première question du début. C'est intéressant. Donc, on voit bien que c'est les banquiers qui ramassent la mise, mais c'est la banque aussi qui est en train de détruire toute la société et qui va détruire tous vos actionnaires, Nicolas. Ah, mais Rappelez-vous vous 2008. me lisez d'un œil distrait si vous n'avez pas remarqué que je me bats contre le banksterisme Ah si, depuis plus de 20 ans désormais. Non, tout à fait. Attends, j'ai pas oublié que vous avez fait tomber Eurotunnel. Par exemple. Voilà. Non. On est d'accord sur les banques. Rendons à César. Rendons à Nicolas ce qui appartient à Rendons au Nicolas. professeur Miguet ce qui appartient au professeur Miguet. Pierre Jovanovic, finalement, voilà, on retombe finalement, même si les gens ont des chemins différents. Non mais on voit bien que c'est la banque, que c'est la fausse monnaie, c'est tout ce système qui est devenu tellement pourri et qui effectivement associé à une sorte d'évolution technologique et ensuite vous remettez différents paramètres comme les actionnaires, ce sont toujours les salariés. Les salariés sont littéralement détruits derrière. Il faut qu'on arrive à la fin, on a largement débordé. J'aimerais pratiquement que vous me répondiez par oui ou non avec une ou deux phrases, mais sans plus, je vous en supplie. Sommes-nous au bord du chaos est-ce que ce système est en train d'exploser, j'allais même dire de péter? Ils trouveront toujours une ficelle pour éviter que ce soit donc une explosion. Le vrai problème, c'est l'immigration, c'est l'esclavagisme qui revient avec les phénomènes de migration. Et ça, c'est un vrai problème sociétal, car il y a des soucis d'assimilation dans nos populations désormais, parce que les doses ne sont plus solubles. Et ça, c'est pour moi le vrai problème qui peut entraîner éventuellement un chaos, c'est-à-dire une guerre civile, parce que des gens qui veulent imposer des mœurs minoritaires à deux populations comme la population française vont à un moment se retrouver un gros coup de bâton en face d'eux. C'est curieux, Nicolas Miguet est passé sur un autre plan, c'est intéressant. Mais je dis que nous sommes déjà dans le chaos. On est dans le chaos depuis 2008, depuis que les banques ont explosé le 29 septembre 2008 et qu'elles ne s'en remettront pas. La preuve, c'est que Deutsche Bank est en faillite, Commerzbank, les plus grandes banques européennes, allemandes. C'est pas des banques italiennes, espagnoles ou portugaises. Les deux plus grandes banques allemandes sont en faillite et sont obligées aujourd'hui de fusionner après avoir essayé de trouver un pigeon européen pour faire porter le chapeau comme la BNP. Mais Dieu merci, la BNP n'a pas dit oui. Donc oui, nous sommes en plein chaos et les gilets jaunes ne sont que le résultat de ce chaos. Et comme la cerise sur le gâteau de ce chaos, les Black Blocs sont la cerise de ce chaos. Très belle conclusion. Pierre, un peu de pub. Il y a 2 livres qui sortent en ce moment. Chez vous. Oui, mais je veux dire, oui, c'est des livres économiques. J'ai malheureusement, mais on va les faire envoyer à Nicolas. Ça concerne justement l'or, c'est-à-dire le changement d'air, qui a été fait notamment avec Pichon. C'est-à-dire c'est une période qu'on ne connaît pas du tout bien. Entre 1918 et jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, l'État français devait revenir au standard or. C'est-à-dire tout billet de banque était échangeable contre des lingots, des pièces d'or. Et tous les contrats de créanciers, d'assurance, de banque, d'emprunt étaient rédigés libératoires. Exactement, ils étaient, comme on appelle, le franc or. Point carré divisé par 5 par rapport à celui de franc terminal. Donc on devait payer en or. Et comme le gouvernement a refusé de revenir à l'échange or, au standard or, eh bien, les Français ont passé leur temps à se faire des procès. Les entreprises se sont fait des procès, les compagnies d'assurance françaises ont fait des procès aux Américaines ou l'inverse, etc. Les Russes, les Anglaises, les Espagnols, les Italiennes. Ça a été les tribunaux étaient engorgés avec tous ces procès. C'est le grand changement de l'ère monétaire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un nouveau changement, une nouvelle ère monétaire, c'est-à-dire la suppression totale du liquide, on y va doucement mais sûrement, au profit d'une carte d'une puce qu'on a avec nous, et sur laquelle on a toutes les informations. Et il suffit d'appuyer sur un bouton, et du jour au lendemain, vous ne pouvez plus prendre le métro, ni acheter un ticket, ni prendre un TGV, ni acheter un billet, ni manger quoi que ce soit, vous êtes mort. C'est la fin des libertés. Merci Pierre. Le livre s'appelle
Ça s'appelle de l'or à la monnaie papier, le changement d'air, et avec Olivier Pichon, Très bien. au Jardin des Livres. Merci. Pierre Merci à Jovanovic, merci Nicolas Miguet. Ce n'était pas un duel, c'était simplement une confrontation d'idées entre deux personnes qui parfois ont des points de vue opposés. Parce que si on vous demande de décrire Paris et que l'un est sur la Tour Eiffel, l'autre est au sommet du Sacré-Cœur à Montmartre, chacun va être sincère dans sa description de Paris, mais ils ne vont pas décrire la même chose. Et c'était un peu ce qui s'est passé. Mais attendez, Nicolas Miguet est candidat aux élections européennes, non? C'est ça. Yannick, Oui. Il est candidat aux élections européennes. Oui. Arrêtez d'emmerder les Français. Oui, non, mais il faut attends, non, mais juste deux minutes là-dessus parce que c'est quand même intéressant. Donc là, vous avez une liste, vous avez Nous allons d'autres. présenter une liste, bien évidemment, vu qu'il y a 77 autres personnes que moi qui sont candidates sur cette liste. Et cette liste s'appelle « Arrêtez d'emmerder les Français ». Pourquoi? Parce que, je dirais que le problème, on a parlé des banques, mais qui nous a imposé la bancarisation de la société, si ce n'est le politique? L'État français. Vous avez aujourd'hui des règles qui s'appliquent et qui complexifient la vie de tout le monde, qui ne sont pas seulement des règles nationales, mais des règles européennes. Quand on nous dit comme ça, d'un seul coup, d'ici à 2020 ou 2021, vous devez avoir telle règle sur les émissions de CO2 dans l'automobile. Et puis en 2025, ce sera telle autre règle. Et en 2030, ce sera une règle encore aggravée. Cela remet en question tout un tas d'industries, des centaines de milliers, voire des millions d'emplois. Si on n'a pas des élus qui connaissent les dossiers, qui sont au Parlement européen, à Strasbourg, à Bruxelles, qui connaissent les dossiers, qui peuvent vraiment s'en emparer, Attendez, deux secondes, et Nicolas. les vider donc de leur idéologie. On est d'accord. Eh bien, je dirais que Il y a 5-6 ans, vous étiez présent aussi, il me semble. non. Non. C'était il y a 20 ans, nous avions fait presque 2% des voix. Je n'ai pas été élu, puisqu'en France, il faut faire 5% des voix pour avoir des élus. Il fait 1,9. Quand vous faites 350 000 voix, vous êtes beaucoup plus représentatif que celui qui est élu, mais les élus, on les obtient 4 par 4. Si vous croyez qu'en France, on est dans une démocratie efficace, je pense qu'il faut que vous vous posiez des questions. On a vu avec Macron et Benalla que la question de démocratie, on peut en... On y va. Voilà. Arrêtons d'emmerder les Français, moins de paperasse, et ça, c'est important. Et sinon, Macron arrête de chaque censurer semaine dans l'hebdo, les on se auteurs et les écrivains et les journalistes. Ah bon? Oui, non, mais ouais, voilà. On vous retrouve quand, Pierre, pour une Non, prochaine mais justement, dédicace je suis censuré maintenant. Il y a plein de figurez-vous. librairies. Je suis censuré par la chaîne Cultura, juste avant les élections européennes. C'est amusant, 2 mois avant les élections européennes. Mais c'est et une le grande Furet chaîne, du Nord. ils ont des- Oui, le Furet du Nord aussi. Cultura partout en France. Aujourd'hui, là où on se parle, normalement, j'aurais dû être à Lens. En train de rencontrer tous mes lecteurs au Furet du Nord. Et ils ont, alors que la signature a été annoncée depuis 6 mois, ils ont décidé d'annuler ça, genre 15 jours avant. C'est absolument scandaleux. Mais c'est politique. On voit que la censure, ça va. Parce que je suis contre cette Europe qui est devenue complètement folle. Et donc, il est vital de m'empêcher de parler aux Français, quoi. C'est dingue. Non, mais ils en sont là à censurer des écrivains un par un, quoi. Mais François, Pourtant, il y a des files d'attente, hein, alors là. le grand écrivain François Ils veulent pas Hollande, faire de business. le grand écrivain François Hollande, donc fait pourtant tous les Leclerc. Non, mais lui, il a le droit. Ah, oui. Et il est socialiste. Au Furet vrai, du Nord, c'est il a le droit d'aller Yannick, c'est pas à vous à la boule, je vais apprendre comment certaines librairies se comportent. À la boule aussi. Voilà. C'est ça. Hein Mais c'est-à-dire que donc, comme Pierre Jovanovic, les Cultura, donc, ne veulent pas de Pierre Jovanovic. ne veulent plus, parce que ne veulent plus. attends, j'en étais à ma 90e signature. Et il y avait personne, c'est pour ça qu'ils veulent plus de vous. Oui, il y avait 2 personnes qui venaient. Il y a 2-3 personnes. Non, 200 c'est politique. 300 personnes à C'est chaque politique, signature. c'est politique, c'est clairement politique. Ça, bien sûr. Et la ça. direction nationale de Cultura, donc la famille Muliez, parce que je crois que le patron a épousé une fille Muliez, donc c'est un peu c'est la même, c'est les millionnaires du Nord. Vous savez ceux qui payent Milliardaires. Milliardaires, allez. Millionnaires, il y a bien longtemps qu'ils ont passé le cap des Nicolas millions. Miguet dit qu'ils sont milliardaires, alors là c'est. Mais ils sont il y en a là. C'est qu'il y en a là. Mais ils sont nombreux. Il paraît qu'ils Non, sont mais au moins ils sont sur 400. moi, Ils sont- journaliste absolument misérable, écrivain, ils sont- pauvre. ils- Alors, Ils
veulent Ils sont pas. au moins 400 dans les familles Non, non, Muliez. mais- et en plus, ils ne payent même pas leurs impôts en France. Ils sont en Belgique et ils me censurent en France. Ils m'interdisent d'aller dans une librairie française. Certains Enfoiré! sont peut-être en Belgique, mais Enfoiré. le vieux fondateur, en tout cas, très récemment a fait un débat en disant c'est une rumeur scandaleuse. Et il a montré sa feuille d'impôt. Voilà. C'est-à-dire que Bah, en tout cas, il n'y a pas de rumeur sans feu. On va dire ça comme ça. il y a peut-être, mais vous savez, quand on est frontalier entre la Belgique et la France, certains ont pu faire construire une maison en Belgique. Oui, c'était Depardieu. Il avait juste traversé le trottoir. Hein, rappelez-vous. Hein, Bon, voilà. merci, c'était génial. Bon, Génial, ben, je sais merci que tout à le vous, monde est Yannick. resté, là je suis convaincu. Pierre Jovanovic, donc l'écrivain, Nicolas Miguet, le journaliste, étaient mes amis. Et il m'arrive de commettre des livres. Je dirais qu'un dictionnaire des termes financiers va pas tarder à sortir. Bon, ça on en reparlera alors. Ah oui, alors, juste rendez-vous à tous nos Et merci. auditeurs, donc lundi, parce que je vais donner la dépêche et toutes les informations Quotidien.com. concernant les 80 milliards de fausses monnaies fabriquées Allez. par la Banque Centrale Européenne, Monsieur Mario Draghi. Voilà, merci à vous deux. Merci. Merci.